Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Aubé et bienvenue à un autre épisode d'Horizon Stratégique. Cette semaine, Donald Trump reconnaît officiellement l'annexion de la région du Golan par Israël, un territoire disputé depuis plusieurs décennies. Et en deuxième partie, on discute de géants technologiques, de données et des différentes façons de les utiliser. Avec nous pour la discussion, nous avons Benjamin Toubol, collaborateur chez Horizon Stratégique et candidat au doctorat de sciences politiques et relations internationales à l'Université Laval. Salut Benjamin. Salut Frédéric. Et Félix Saint-Pierre, candidat à la maîtrise au HI. Comment ça va, Félix? En pleine forme, mais content d'être ici. Ouais, content de te revoir parmi nous. Alors, commençons tout de suite avec le Golan. Il s'agit d'une région montagneuse qui sépare Israël de la Syrie. Originalement un territoire syrien, Israël a conquis une bonne partie de la région du Golan en 1967, lors de la guerre des 6 jours, et n'a jamais quitté depuis. Donald Trump a annoncé sur Twitter récemment qu'il souhaite reconnaître officiellement le territoire comme étant israélien, alors que la communauté internationale n'a jamais reconnu cette annexion comme légale, puisqu'acquérie par la force. Benjamin, en quoi ça constitue une nouvelle, et si ça en est une, pourquoi ça fait si peu de bruit au final? Alors, je voudrais revenir sur la description que tu as faite, très, très bonne description d'ailleurs de ce territoire. C'est un petit territoire, c'est une superficie de 1154 km². Et en vérité, fait unique dans l'histoire de l'État d'Israël, c'est un territoire qui a connu 2 annexions finalement, de 2 guerres. La première guerre, c'était 1967, c'était la guerre des 6 jours. C'était avec d'un côté Israël et de l'autre côté la Syrie, le Liban, l'Égypte, et j'en oublie un, la Jordanie. Pour des raisons stratégiques, le Golan a été vu comme ce qu'il est, c'est-à-dire un atout géopolitique et stratégique très important, parce que c'est un massif rocailleux, assez petit, mais en fait qui constitue un corridor entre la Syrie et Israël vers la Méditerranée. En fait, c'est vraiment le couloir entre la Galilée et tout le district d'Al-Qunaitra. Al-Qunaitra, c'est vraiment le district syrien qui borde le Golan vers Damas. Il faut savoir que quand on est au sommet du Golan, enfin sur l'un des sommets du Golan, c'est un plateau et on peut voir au loin, à l'horizon, les premiers faubourgs de Damas. En 67, l'armée israélienne, donc Israël, remporte cette guerre et annexe cette partie du territoire. Et en 73 a lieu la guerre de Kippour, où là, plusieurs légions arabes, dont l'armée syrienne, va reprendre possession de certaines parties du massif du Golan. La guerre de Kippour va être extrêmement laborieuse pour les 2 clans, et on va se rendre compte finalement qu'à cette époque, le Golan représente vraiment un atout majeur pour le contrôle des airs et de la terre dans cette région. Si on posait dans les années 70 un radar au sommet de ce massif, on contrôlait vraiment l'entièreté de la région. On pouvait voir ce qui arrivait des airs de la Méditerranée jusqu'à Damas et plus loin. Donc vraiment, ça, le Golan a toujours été en fait une question vraiment tout aussi importante peut-être que la question de Jérusalem. La question de Jérusalem, c'est une question assez symbolique. Finalement, Jérusalem n'est pas stratégique, c'est une question plus symbolique et spirituelle, alors que le Golan véritablement représente des aspirations, on va dire, qui étaient plus portées par la population laïque en Israël, de se dire on a l'image de l'Israélien la plupart du temps qui habite avec les Druzes dans le Golan, qui cultive ses vignobles et ses pommiers, parce que véritablement les 2 matières premières on va dire commercialisables dans le Golan, c'est ni le pétrole, ni le gaz, ni les minerais, c'est le vin et les pommes. Et c'est une première dans les enjeux stratégiques mondiaux que le vin et les pommes mettent autant de soucis sur la scène négliger ces 2 ressources-là. Absolument. C'est boire beaucoup de pommes, ça fait... Attention. Alors, important stratégique, ça vient d'être élucidé. Ceci dit, si on revient dans le fond, côté plus actuel, la première raison évoquée par Donald Trump, c'est dans le fond le temps que ça fait longtemps qu'Israël est là, donc ils sont légitimés d'y rester. C'est ça, c'est très un intéressant. petit peu ça son argument principal, longtemps étant quand même relatif là, quand on parle d'un pays, là, on parle de 1967, donc c'est pas si long que ça. Mais
plus longtemps que la Syrie au final. Alors voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un temps long en fait. La Syrie, en fait le Golan est sous contrôle syrien de 45 à 67. Le Golan est sous contrôle israélien de 67 à nos jours. Donc on a d'un côté environ 20 ans de contrôle syrien du Golan et 40 ans de contrôle israélien du Golan. C'est avec des aléas, mais c'est vraiment ça qui a été mis en avant. C'est aujourd'hui l'actualité, pourquoi Donald Trump a permis à Israël vraiment d'officialiser cette annexion. Est-ce que véritablement c'était un territoire annexé ? Dans le Golan, on a environ 20 000 Druzes. Les Druzes, c'est une population qui se distingue des autres populations musulmanes autour. C'est une population qui est étendue entre le Liban, la Syrie et Israël. Et il y a un statu quo qui est mis en place depuis longtemps d'une population druze qui vit très bien en Israël, qui a intégré les meilleures unités d'élite de l'armée, qui rentre dans les universités, donc qui est vraiment très intégré, qui a pas de problème d'intégration dans le nord israélien. Et donc on a 20 000 Druzes et 30 000 environ Israéliens, j'ai envie de dire non Druzes. Et la cohabitation se fait. Donc la question est de savoir qui sont les protagonistes. On a donc la Syrie, la République arabe de Syrie, qui a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour violation du droit international et de la résolution 242, condamnant finalement la résolution 242 qui a été de l'ONU, voilà, qui a été émise à la suite de l'annexion du Golan à la suite de la guerre des 6 jours en 67, qui ne reconnaît pas l'annexion du Golan. J'aimerais préciser aussi que le Canada, en date du 25 mars 2019, a déclaré illégal, selon le droit international, l'annexion. Ils ont le Canada, c'est vrai, l'Union européenne, et d'autres pays ont l'Union européenne d'une seule voix, s'est dit opposé à cette officialisation. C'est intéressant parce que c'est une des rares fois où que le Canada va différer des États-Unis dans une opinion sur le droit international, qui va vraiment respecter justement la primauté du droit. Fait que j'imagine qu'il y a des bases solides pour que le Canada affirme ça là, en droit international, que cette annexion-là est en fait illégale pour vrai. C'est ça. Et de l'autre côté, on a la Russie qui s'est dit inquiète, et la Syrie, Damas, qui a indiqué que le Golan qui a voulu rappeler que le Golan était indissociable de la République arabe syrienne. Donc on a vraiment un rappel finalement. En fait, on a une situation de fait qui est rappelée. Ça fait 40 ans que la situation est comme ça. Ça fait 40 ans, finalement, on a envie de parler un petit peu d'un événement, d'une coutume, finalement, c'est le Golan est israélien. Ça a toujours été comme ça, et en tout cas, depuis 67, ça n'a pas vraiment changé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un coup, Donald Trump rappelle ça à cette Mais ensuite, c'est que l'argument du temps est assez particulier ici, parce que, comme on dit, ça a toujours été comme ça. On remonte à 67. Ça ne fait pas si longtemps, là. Et là, tu disais, au final, c'était syrien au départ à partir de 45, mais spécifiquement à cette région-là, c'est particulier, les frontières, parce qu'avant 45, il n'y avait pas d'Israël. Donc c'était acquis. Il n'y avait pas vraiment de Syrie non plus. En fait, il n'y avait pas trop les pays tels qu'on les voit aujourd'hui. L'Empire ottoman, en fait, a été disloqué par les accords Sykes-Picot, et finalement, on a pris... peux-tu juste répéter pour nos auditeurs? Les accords Sykes-Picot, c'est M. Sykes et M. Picot, britanniques, français. Un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale, quand même. Après la Seconde Guerre mondiale. C'est en 1916, pardon. Oui, après la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, pardon. Excuse-moi, oui. Qui se sont retrouvés, en gros, on va schématiser ça comme ça, qui ont posé une carte sur la table du Moyen-Orient, avec une petite bière en genre et ça aurait pu être comme ça avec un jus de pomme. Je pense que ça fait comme ça. C'est ça que j'allais dire, un bon petit vin de Russe. Et ils ont pris on va schématiser, mais ils ont pris des règles et ils ont établi des frontières. Finalement, les frontières, c'est pourquoi on voit des frontières carrées à angle droit au Moyen-Orient et même en Afrique. C'est parce que c'est des gens qui ont pris des règles et qui ont dit, bah voilà, ça va être britannique, ça va être un mandat britannique, et ça va être un mandat français. Le mandat britannique, c'était la Palestine mandataire britannique, ce qui allait devenir Israël et les territoires palestiniens, et de l'autre côté on avait la Syrie et le Liban. Le Golan était au milieu de ces deux, en fait était à cheval entre ces deux, cette délimitation là. Est arrivé finalement donc la Syrie
d'un côté et Israël de l'autre se sont retrouvés à partir de 1947 finalement antagonistes sur cette question-là. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on a vu que le Golan représentait vraiment une valeur stratégique, pas tant sur les ressources qu'il recelait, que de l'accès qu'il prodiguait à la mer. La Syrie n'a pas, à part au niveau de l'attaquer, dont son accès à la Méditerranée, n'a pas d'accès au sud du Liban, à la Méditerranée. Ce qu'il a essayé de faire, ce que l'armée syrienne a essayé de faire dans les années en 73, durant la guerre de Kippour, c'était récupérer cet accès-là pour, pourquoi pas, envahir la Galilée et prendre possession du port de Haïfa, qui est un port extrêmement important en Méditerranée. La question est de savoir finalement pourquoi les deux acteurs, enfin Israël et la Syrie, recherchent absolument à maintenir... Donc Israël à maintenir sa présence sur le Golan et la Syrie à le récupérer. Il y a eu plusieurs questions qui se sont posées. On a eu plusieurs processus de paix israélo-syriens qui se sont mis en marche, avec d'un côté Israël qui proposait à la Syrie de récupérer le Golan, mais en échange de ne plus poser de menaces existentielles à l'État hébreu et de reconnaître Israël. Ça ne s'est jamais fait. La Syrie a toujours refusé. Et finalement, le Golan, qui finalement est entre guillemets une prise de guerre israélienne à la Syrie, est toujours resté tel qu'il a été depuis 1967, donc israélien. Mais donc, si je comprends bien, tout l'aspect stratégique n'est pas si vital que ça si on a été prêt à plusieurs reprises dans des négociations de le céder à la Syrie. Voilà, aujourd'hui non. Encore une fois, en 67 et même en 73, qui contrôlait le Golan, contrôlait la région, parce qu'on avait la Galilée, donc qui est la Galilée israélienne, qui a plusieurs villes et villages israéliens et druzes. Et d'un autre côté, on avait un massif en face, parce que le Golan, c'est vraiment un massif calcaire qui surplombe vraiment la région. Une guerre d'usure de la part, en 67 et en 73, une guerre d'usure de la part des légions arabes et contre l'armée israélienne. C'est vraiment un rapport de force, de hauteur. D'un côté, en toute logique, c'est quand on prend de la hauteur sur son adversaire, on a l'avantage. C'était vraiment ça la question. Aujourd'hui, c'est moins une affaire stratégique parce qu'on n'a plus besoin des radars à courte portée mis en hauteur pour contrôler la région, parce qu'on a les satellites, etc. Mais ça reste toujours un problème. La question, si on revient actuellement aujourd'hui, à qui, si le Golan n'est pas israélien, le Golan est à qui ? Qui est l'autre antagoniste aujourd'hui? Est-ce que c'est la République de Damas, alaouite? Est-ce que c'est le front Al-Nosra, qui est toujours dans la région d'Al-Qunaitra, qui est une réminiscence d'Al-Qaïda, qui a survécu à Daesh et qui a récemment, il y a quelques années, il y a 2 ans je crois, avait pris en otage des casques bleus philippins? Est-ce que c'est Daesh qui a été présent souvent? Est-ce que c'est l'ASL? Est-ce que c'est l'armée syrienne? Finalement, de l'autre côté, on a C'est ça, on fait référence au fait que la Syrie n'est pas un État centralisé fort. En tout cas, l'autorité alaouite syrienne n'est pas vraiment présente dans le sud de la Syrie. Donc finalement, c'est Damas et Bachar el-Assad essayent de mettre en avant le fait qu'ils contrôlent encore la Syrie. C'est inexact, ils contrôlent la partie alaouite, une petite bande de terre au bord de la mer, mais le reste de la Syrie, finalement, est-ce que la Syrie aujourd'hui est un État? Et est-ce que le Golan est légitimement partie intégrante de la Syrie? Donc, question intéressante. Mais là, ensuite, si on replace ça sur une plus grande échelle au niveau des relations internationales et d'un précédent que ça pourrait donner, je pense que le parallèle vient rapidement à l'esprit avec la récente annexion de la Crimée par la Russie. Absolument. Parce que là, encore une fois, si on reprend la rhétorique de Donald Trump de dire que ça fait assez longtemps qu'ils sont là, donc officialisons le territoire du Golan comme étant israélien, c'est quoi? On va attendre une vingtaine d'années pour que finalement la communauté internationale reconnaisse la Crimée comme étant russe? Ou du moins une amélioration des relations russes et américaines, parce qu'on sait qu'Israël et les États-Unis s'entendent très bien. Là. C'est ça, c'est qu'on peut pas s'empêcher d'y voir l'hypocrisie des alliances géopolitiques à ce niveau-là. Aujourd'hui, la situation de fait, encore une fois, le Golan, c'est vraiment une illustration de situation de fait en géopolitique. C'est que il y a une population de 20 000 Druzes dans le Golan, Druzes israéliens.
mais Druze d'abord. Quand on va dans le Golan, on voit d'abord le drapeau Druze, qui est un petit peu un drapeau multicolore, avant le drapeau israélien. On a donc 20 000 Druzes et 30 000 Israéliens non Druzes, comme j'ai dit. Finalement, est-ce que ces gens-là seraient capables... Alors déjà, on peut tout de suite évacuer le fait que si le Golan était syrien, on n'aurait plus une population qui vit là depuis donc maintenant 40 ans, une population syrienne. Les Druzes, finalement, les Druzes de Syriens ne sont plus syriens depuis 40 ans. Les enfants Druzes Golani vont dans les écoles israéliennes. Et les Druzes israéliens, encore une fois, font partie des meilleures unités de l'armée en Israël. Donc, si le Golan redevenait syrien, je pense qu'il y aurait un certain moment une épuration un petit peu. Oui, donc si je comprends bien, la population là-bas, il y a des fortes chances si on allait faire un vox pop, ils s'identifient beaucoup plus à Israël qu'à la Syrie. Les Druzes s'identifient aux Druzes. Les Israéliens non Druzes s'identifient à Israël, mais les Druzes, c'est vraiment une question à part parce que les Druzes sont fidèles au pays dans lequel ils sont. Il y a des Druzes libanais qui sont foncièrement nationalistes, des Druzes syriens, c'est vrai, qui sont foncièrement pro-syriens, pro-Bachar el-Assad, parce que le Bachar el-Assad, qui vivent toujours dans un statu quo. C'est la même chose en Israël, on reconnaît notre identité en tant que Druze, on est protégé, mais finalement, on est citoyen de ce pays-là, on se reconnaît en tant que citoyen de ce pays-là. Donc l'identité du Russe serait malléable. Oui, parce que en plus, je tiens à souligner ça. On voit dans les actualités, on parle du Golan, le massif du Golan, comme si c'était un massif désertique, comme si c'était finalement une bande de terre et plus à visée stratégique, qui avait plus d'une valeur stratégique qu'autre chose. Il y a des villes et des villages dedans. Donc c'est comme si on demandait, il y a le lac de Tibériade, il y a un accès au lac de Tibériade. Le lac de Tibériade, c'est la ressource d'eau douce la plus importante en Israël. Et ce que souhaite la Syrie, c'est donc récupérer le Golan et arriver au rivage du lac. Ça poserait un enjeu majeur sécuritaire excessivement, vital, qui remettrait en question la sécurité d'Israël et d'autres aussi. Je veux dire, il y aurait un accès direct. Si durant le plus fort, la période la plus forte de Daesh, la Syrie le Golan avait été syrien, on aurait eu un accès à la mer plus important. Pour Daesh, on aurait eu un accès à la Méditerranée plus important que ce qui est aujourd'hui, parce qu'encore une fois, l'accès à la Méditerranée, Daesh n'a pas pu avoir cet accès-là à la mer, parce qu'il y avait tout le cœur syrien et alaouite de Damas qui repoussait ça. Mais le Golan, encore une fois, c'est habité, mais c'est une bande de terre au sud de la Syrie. La protection aurait été autre. Donc c'est un problème sécuritaire, c'est un problème stratégique parce que et surtout il y a un problème de casting. Qui sont les acteurs sur le Golan? Là, je reviens au parallèle avec la Crimée. Et oui, on a... on va pas lire nulle part aucune reconnaissance de la Crimée comme étant russe. Je veux dire, la Russie a été évacuée du G8 en 2014. On va lire ça dans les médias qui ne sont pas des médias occidentaux, là, si tu lis Russia Today. Oui, probablement, en effet. Dans nos médias canadiens, américains, occidentaux, en effet. Mais n'empêche, je veux dire, ils sont pas tous au service des intérêts occidentaux. On pourrait s'attendre à une certaine neutralité puis différentes visions, mais très peu de gens qui vont reconnaître la Crimée comme étant russe. Et pourtant, en Crimée, il y a une population russe et ils ont accueilli leur envahisseur, entre guillemets, à bras ouverts. On peut-tu vraiment parler d'une annexion par la force illégale, d'une oppression d'une population? Je veux dire... Il y avait un très bon reportage de France 24 de la Crimée aujourd'hui, Vivre en Crimée aujourd'hui. Non, c'est pas une population oppressée, et même les minorités non russophones ne sont pas oppressées dès le moment où elles reconnaissent bon gré mal gré que la Crimée aujourd'hui est russe. Il y a même eu un référendum en Crimée au final. Il y a eu un référendum. Ça a été un des référendums. Je pense pas qu'on puisse remettre en question pour une fois en Russie la validité de ce référendum et le fait qu'il aurait été noyauté par je ne sais quoi. Il y a eu un référendum et qui a montré majoritairement que la population se sentait plus proche du régime russe que du régime ukrainien.
dont c'est un fait, et sur un temps long et historique, qu'on le veuille ou pas, la Crimée a toujours été plus russe que ukrainienne. Donc, si on reprend la logique de Donald Trump, historiquement, si la région est russe, ils ne font que reprendre un territoire qui leur est dû. Donc, je ne veux pas encenser les valeurs, les qualités de géopoliticien de Donald Trump, mais là, en tout cas, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais là, en tout cas, c'est quelque chose qui peut se mettre en avant. Le temps long, les représentations en géopolitique, c'est excessivement important. La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, mais surtout, les représentations sont très importantes. Qui, sur un territoire appartient à ceux auxquels, à l'état auquel se réfèrent les gens qui habitent sur ce territoire. Le parallèle est bon à faire aussi dans le droit de la mer. On discutait tout à l'heure de la Chine, la mer de Chine méridionale. C'est aussi un argument qui était mis de l'avant par la Chine. Il disait que jadis, on contrôlait telle partie de la mer de Chine, donc c'est tout à fait légitime qu'on construise des îles. On sait que la Chine fait des îles artificielles, ils souffrent du sable pour créer des îles. Il disait qu'elle n'allait pas construire de base militaire, mais les photoradars disent le contraire, disons. Ouais. Et c'est ça, c'est un de leurs arguments de dire avant, on contrôlait cette partie de territoire-là. Donc, légitimement, on a le droit d'être là. On a le droit d'étendre notre souveraineté parce qu'on avait le contrôle de ce territoire-là. Mais là, la question se pose, c'est quelle est la ligne du temps qui est légitime? Est-ce que c'est 400 ans? Est-ce que c'est 100 ans? C'est 60 ans? Voilà. Ça prend un départage. Je suppose qu'ils sont en train de discuter de ça en ce moment même là, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Là, comme tu disais. Je crois qu'il y a eu hier, mais encore une fois, c'est avec qui on discute. Est-ce que le régime de Damas est légitime pour revendiquer la population qui se trouve au sud de la Syrie et est-ce qu'il est viable? Est-ce que un contrôle syrien... De toute façon, aujourd'hui, on n'a absolument pas eu du tout une majorité à la Knesset, même de la part des députés arabes, donc la Knesset, c'est le Parlement israélien, même de la part des députés arabes ou druzes, on n'a absolument pas de majorité qui souhaite rendre ou donner le Golan aux Syriens parce que encore une fois c'est une situation de fait. Maintenant, ce que j'aimerais souligner, ce que je pense, mais je peux me tromper, c'est que la déclaration de Donald Trump peut être un cadeau empoisonné pour une raison principale. Cadeau empoisonné pour Israël. Pour Israël, absolument. C'est parce que on a tendance à dire aussi, étant donné que les élections israéliennes vont avoir lieu début avril, ça a renforcé la cote de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, en disant regardez, grâce à moi, Donald Trump et les États-Unis reconnaissent la légitimité d'Israël sur son territoire. D'accord, mais d'un autre côté, ça peut être un cadeau empoisonné parce qu'il ne faudrait pas remettre en question le statu quo avec les populations druzes dans le Golan. Ça ferait beaucoup de mal à Israël, ça ferait beaucoup de mal à la stabilité dans la région. Et encore une fois, le nord d'Israël, la Galilée et le Golan sont les deux régions les plus stables et sécuritaires de la région, à part durant la guerre de 2006 avec le Hezbollah. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il était sage de mettre ça sur la table, parce que de toute façon, c'est une situation de fait. Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, géopolitiquement, le Golan est israélien. En face, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Moi, ce que je pense, c'est que le désir de convoquer une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de la part de la Syrie vient au mauvais moment aussi. Je pense qu'en face, ils vont avoir des personnes qui vont leur dire de stabiliser d'abord le pays avant de souhaiter récupérer quelques terres. Moi, je me demande, était-ce vraiment nécessaire? Est-ce que c'est un calcul politique de Benjamin Netanyahou? Ah, clairement. Là, en tout cas, pour les élections, ça c'est un calcul politique de Benjamin Netanyahou. Maintenant que je vois mal Benjamin Netanyahou demander à Trump, s'il te plaît, on peut quand même suggérer ça, là, de dire que les deux se sont parlé et de dire c'est peut-être le temps de mettre ça sur la table pour capitaliser politiquement là-dessus lors des prochaines élections. Ouais, on s'entend, sans une interaction directe à ce sujet-là. Je veux dire, il y a l'AIPAC, là, dans le fond, qui est la grosse organisation de lobby israélien aux États-Unis. On peut s'imaginer une espèce de dialogue indirect qui dit, regarde, voici nos positions. Bien sûr, qu'on soumet au Congrès, qu'on soumet au président. Ou, par rapport à l'AIPAC, je pense qu'on peut s'imaginer ça quand même. L'AIPAC, c'est
le 5e lobby aux États-Unis qui finance les politiciens, certains politiciens américains. Avant, il y a le lobby de l'agriculture, des aînés, des vétérans militaires, etc. Donc je pense pas que ça soit un mouvement. Je pense vraiment pas que ça vient d'un désir des représentants de l'EPAC aux États-Unis. Là, je pense réellement, et tu as raison, c'est une demande directe de Netanyahou. Une demande directe de Netanyahou pour des raisons politiques, pour le renforcer, parce qu'il sait qu'il est en difficulté pour les élections. Donc je pense réellement que ça peut être un cadeau empoisonné, ce n'était pas nécessaire. De toute façon, c'est une situation de fait. Le Golan est israélien. En face, il n'y a pas de menace, de protagoniste direct qui pourrait revendiquer le Golan. Mais en fait, ma dernière question là, avant la pause, c'est en quoi, je pense que je saisis mal en fait. Bon, il y a un statu quo, la région est stable, mais en quoi cette annonce-là va venir déséquilibrer ce statu quo-là? Parce que comme on dit, les Druzes, ils ont des bonnes relations avec l'État d'Israël. Je veux dire, même si ils sont citoyens israéliens. Ils sont citoyens israéliens, et voilà. Donc, mais tu sais, ils sont pas oppressés et tout. Non, ils ont des représentants bien sûr. dans leur parlement. Ils ont des postes dans l'armée et tout. Bon. En quoi de dire maintenant c'est officiel, vous êtes israélien, c'est quoi le vecteur de déstabilisation qui pourrait parce que le Moyen-Orient n'est pas l'Europe et le Moyen-Orient est très compliqué et se constitue par rapport aux représentations que se fait chaque peuple. Et un peuple au Moyen-Orient ne fait pas partie d'un État, c'est un État qui fait partie d'un territoire, d'un peuple. Et les Druzes sont d'abord Druzes et se représentent Druzes avant d'être israéliens. Et appliquer une logique de délimitation de territoire, de frontières. On l'a vu avec Sykes-Picot, ça n'a jamais fait du bien au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient ne fonctionne pas comme ça. Et on a les États-Unis encore qui ne comprennent pas. Ils ont fait l'erreur en Irak, ils ont fait l'erreur en Libye, ou en Afghanistan. Ils ne comprennent pas que cette vision occidentale du Moyen-Orient de dire on va stabiliser la région en établissant des frontières, de dire qui est à qui est à qui. Israël l'a très bien compris. C'est pour ça que le statu quo n'a jamais été trop remis en question. Là, Benjamin Netanyahu pousse la juste pour un témoignage de force. Bien sûr, et pour des raisons politiques. Mais ça risque de mettre en danger le statu quo parce que les Druzes sont des Druzes du Golan avant d'être des citoyens israéliens, même s'ils sont fidèles à l'État d'Israël. Remettre ça en question et remettre cette question sur la table, ça peut, c'est pas nécessaire, mais ça peut poser des problèmes parce que c'est une question passionnelle et l'identité dans cette région est une question passionnelle et passionnée. Ben, c'est tout le temps que nous avons pour ce sujet-là. Je te remercie beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup. Et on va se quitter le temps d'une petite pause, mais restez à l'écoute. On revient dans 2 minutes pour parler avec Félix de données numériques et leurs influences politiques. Restez avec nous. Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Bon, on nous a demandé de faire une promo, Félix. As-tu préparé quelque chose? Non, toi? Pas vraiment, là. Moi non plus, je sais pas vraiment quoi dire, là. Tu pourrais commencer par dire que notre émission s'appelle De l'eau dans la cave, que c'est une émission qui veut profiter du talent de la scène de l'impro à Québec par le biais de chroniques, de sketchs puis de capsules informatives. Ok, ouais, bonne idée. Ça s'appelle De l'eau dans la cave et on veut profiter du talent de la scène de l'improvisation à Québec avec des chroniques, des sketchs et des capsules informatives. Bon, puis pour finir, tu pourras leur raconter la fois au chalet. Ok, d'abord, l'année passée à mon chalet. Non, ça serait mieux pas. De l'eau dans la cave, c'est ton rendez-vous décapant et hilarant tous les mercredis 22h à Chiz 94.3. Le lundi soir, dès 18h30, c'est des kiwis et des nerds, l'émission de ceux qui n'ont pas de REER mais qui font assurer leur compte Steam. Au menu, pas de parlour royale, mais une saine dose de comic book, science et techno, cinéma et jeux vidéo. Pour tous ceux qui pensent qu'on court plus vite avec un couteau dans les mains, ça se passe le lundi 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3, la radio officielle des Terres du Milieu. Passe devant, c'est bien fait! Le tir est là-bas! Ne manquez pas le 4e match de la série Remparts de Québec contre Moosehead d'Halifax ce jeudi 19h en direct du centre Vidéotron. L'avant-match vous sera présenté dès 18h30 en compagnie de Rick Loutier. La série Remparts contre Moosehead seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Tu répètes toujours la même cassette. T'es déjà drunk avant le 5 à 7. L'épée de Damoclès plane au-dessus de ma tête. Écoute locale avec Chiz 94.3. Rebonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième partie de l'émission Horizon Stratégique. Ici Frédéric Aubé, en compagnie de Benjamin Toubol et Félix Saint-Pierre. Rebonjour les amis. Rebonjour. Bonjour. Alors, on change de sujet, on parlait géostratégie du Moyen-Orient au Golan. Maintenant, on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus vague. Le numérique, les données. Alors, on les connaît à chaque nouveau compte qu'on s'ouvre, à chaque information qu'on donne quand on remplit un formulaire, à chaque entrée sur une barre de recherche Internet. Les entreprises récoltent et emmagasinent nos données, c'est bien connu. Les géants informatiques comme Google et Facebook détiennent ces informations personnelles-là et les habitudes de consommation sur le web de millions, voire milliards d'individus. Ce genre de données est rapidement devenu un produit assez précieux pour les entreprises, mais aussi pour les partis politiques, pour les États, que ce soit pour cibler les consommateurs ou pour mieux connaître notre électorat. On l'a vu avec le scandale de Cambridge Analytica qui a porté à l'avant-plan tout ce débat-là sur les données numériques et leur danger potentiel au final selon leur utilisation. Donc Félix, tu nous as concocté un petit exposé là-dessus. On en parle un peu moins dans les nouvelles en ce moment. Ça veut pas dire que le sujet est pas chaud et qu'on n'en discute pas dans les coulisses du pouvoir. Alors, non, mais comme à Horizon Stratégique, on aime ça tirer à tout azimut. Voilà. On parle de géopolitique en premier, en deuxième de Big Data. Alors c'est ça, je voulais vous faire une chronique sur les géants de la technologie. On les connaît mieux sous l'acronyme GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook et Apple, ces grands géants. Il y a aussi un acronyme en anglais qui les décrit bien. C'est BAD. Big, Anti-Competitive, Addictive and Destructive to Democracy. Ça y va pas de main morte quand même. Non, ça y va pas de main morte, mais j'ai tendance à être d'accord avec cet acronyme-là pour les raisons qui suivent. C'est que Amazon possède environ 40% de tout le magasinage en ligne aux États-Unis. Facebook a plus de 2 millions d'utilisateurs et en prend de plus en plus chaque année. 2 millions ou 2 milliards? 2 milliards, pardon. Je me suis fourvoyé. 2 milliards d'utilisateurs et resserre sa poigne comme principale plateforme qui publie des médias. Les firmes ne peuvent plus se passer de Google dans leurs recherches et c'est ça, même dans certains pays, Google contrôle jusqu'à 90% des recherches en ligne. Donc pourquoi affirme-t-on que ces richissimes compagnies sont destructives et dangereuses? Ben, selon certains, c'est dû à leur monopole sur les données qui est l'or nouveau du 21e siècle. Les données, c'est quoi au fond? Comme tu le rappelais tout à l'heure, c'est dans un monde où la technologie permet de traquer en temps réel les comportements sur le web, les achats, les déplacements, les habitudes de vie. Les données deviennent particulièrement attrayantes pour les firmes qui cherchent à bombarder les consommateurs de publicité ciblée. Jusqu'ici, c'est plutôt bénin, là. L'algorithme de Facebook va peut-être même être pratique quand tu vas chercher ton prochain vol Montréal-Bangkok pour ton prochain Full Moon Party. Mais il y a une question éthique qui survient quand les données deviennent une entreprise de stratégie politique, comme l'exemple que tu as rappelé tantôt, Cambridge Analytica l'a bien illustré. Ça, on rappelle, c'est une firme britannique qui avait vendu... En fait, Facebook lui avait vendu les données de plusieurs utilisateurs dans la campagne de Donald Trump en 2016. Et après ça, Cambridge Analytica a permis au parti au parti républicain de cibler certains goûts de consommateurs et justement de pouvoir savoir exactement quel consommateur dans quelle région, quel électeur dans quelle région pensait quoi. Donc, ça permet de cibler les personnes par rapport à ces recherches. Exact. Ça permet de renforcer une base assez considérablement, là. Donc, pratique, me direz-vous, je vois plutôt ça comme un vecteur de destruction de la démocratie. Vous voyez par vous-même, Facebook envoie le genre de nouvelles qui correspondent à votre profil grâce à son algorithme, mais il vous met jamais en contact avec des points de vue opposés. C'est comme ça que l'algorithme fonctionne. On a créé une espèce de monstre qui nous bombarde selon notre profil et on vient cloisonner dans une petite bulle, jamais en contact avec des opinions divergentes. Donc, c'est ce qui crée un environnement où la démagogie prolifère. Quand on y pense, c'est contradictoire en plus parce que plus que jamais, on a accès à une infinité d'informations, une infinité de points de vue. Et là, on a des algorithmes qui volontairement, entre guillemets,
vont venir nous réisoler dans des bulles dans lesquelles on était avant, faute de technologie. Exact. C'est un petit peu une fausse prophétie qu'on apportait de l'hyperconnectivité des réseaux sociaux, de l'Internet. On disait que ça allait permettre au monde d'être connecté en tout temps et de créer une grande communauté mondiale, alors qu'à l'opposé, ça crée une atomisation des sociétés. Donc, c'est un problème. Donc, devant ces monopoles-là, il y a des gens qui proposent qu'on brise les monopoles. Puis là, on peut faire une espèce de parallèle retourné au 20e siècle, là, quand les grosses compagnies comme Standard Oil a été brisé par le Congrès américain sous la prémisse que ce monopole-là prenait extrêmement trop de place et augmentait les prix du pétrole. Sauf que la différence, c'est que Standard Oil, dans le temps, oui, pouvait faire fluctuer le prix du pétrole et nous faisait payer le prix du pétrole plus cher, tandis que Facebook, d'une certaine façon, peut contrôler notre façon de penser. Donc, on a une question plutôt éthique qui subsiste. Ah oui, c'est clair. Et j'ai l'impression aussi, surtout que ça encourage, on parlait de fake news souvent, c'est finalement, comme tu dis, on se retrouve dans une bulle entre personnes qui pensent la même chose et les GAFA nous poussent à ça et les réseaux sociaux nous poussent à ça. Parce qu'on va avoir une information fausse qui va circuler et qui va finalement stagner dans les différentes sphères de personnes finalement qui sont à l'origine de cette information. Et elle va grossir, et jamais elle va se retrouver face à un contradicteur qui va pouvoir démonter cette affirmation. Et finalement, peut-être que c'est aussi un des enjeux et des dangers de l'influence qu'ont ces géants-là sur les élections démocratiques, parce que c'est des monstres qui mutent et qui sont renforcés par des gens qui rajoutent leur sauce et leur information et leurs fausses informations. Et quand ils sont lâchés dans la nature, dans le web et dans le deep web, sur les réseaux sociaux, ça crée des tsunamis informationnels dangereux. J'irais même plus loin en disant qu'au final, c'est pas tant la création de ces bulles-là par les algorithmes, c'est pas nécessairement même le problème que ça nous isole d'un avis contraire, plus que ça pose le problème de la régulation. Parce que là, au final, on s'entend, c'est un petit peu alarmant de se dire qu'on est prisonnier d'une bulle informatique. Ensuite, si on cherche activement à briser cette bulle, il n'y a aucune barrière physique qui va nous en empêcher, ceci dit. Mais n'empêche, Félix, depuis ce scandale-là, il y a des... on le voit, il y a différentes approches prises pour essayer de réguler cette réalité-là, puis dire, hey, peut-être qu'on n'est pas obligé de subir ça comme étant une fatalité, mais peut-être qu'on peut imposer des lois, des règles pour freiner cette fâcheuse tendance-là. Exact. Il y a des voix qui s'élèvent. On se souvient peut-être la comparution de M. Mark Zuckerberg au Congrès aux États-Unis. Mais je pense que les pratiques les plus radicales qui se font par rapport à ça ont lieu en Europe. On va bientôt célébrer le premier anniversaire de la loi qui est le GDPR, qui stands for what? Le General... la loi en Europe, en fait, qui vient réguler les médias sociaux par rapport à tous les trucs de propriété privée. Puis c'est vraiment un nouveau chapitre dans ce domaine-là. Mais là, il y en a beaucoup qui parlent de limitation de liberté en même temps, parce que sur n'importe quel site de memes, il y en a qui crient au massacre des libertés individuelles. On ne sera plus capable de faire des mimes en Europe. Et il y en a pour qui c'est pratiquement une religion, tout ça. Là. Donc, surtout en Europe, ça pose problème. Alors, juste pour revenir, parce que moi non plus, je ne me souvenais plus, le GDPR, c'est General Data Protection Regulatory. C'est par exemple quand vous voyez, quand vous acceptez des comment on appelle ça, sur Internet, des conditions d'utilisation et des cookies. Quand on dit, vous avez un gros cookie qui apparaît sur votre page, ou alors on dit le site vous indique
dit qu'il est important d'accepter les cookies pour qu'ils récupèrent des données, mais qui seront protégées, etc. Juste pour l'utilisation dans ce domaine-là. Finalement, on n'a jamais trop su à quoi servait ça et on a pris trop tendance à accepter les conditions d'utilisation quand on va sur des sites internet ou accepter les cookies. Justement, cette loi-là prévoit que les utilisateurs peuvent à tout moment demander à une entreprise ou à un site internet de redonner la poigne sur leurs données. Et, admettons, si l'entreprise refuse de le faire ou tout simplement dit qu'elle n'a pas gardé de traces des données, ben il y a des mesures concrètes qui vont être appliquées. Il y a des... il y a des pénalités. Là. Admettons, on parlait de Facebook. Là. Si Facebook avait... si la loi avait été en place lors du scandale Cambridge Analytica, là, mettons le 25 mai 2018, ce qui est arrivé en 2016, je rappelle, Cambridge Analytica, Facebook aurait payé des milliards de dollars en frais aux communautés européennes. Alors, d'un côté, on a la régulation par des lois strictes qui peut amener un débat sur les libertés individuelles, mais quelles seraient d'autres approches? Là, c'est l'Union européenne d'un côté. En Amérique du Nord, est-ce qu'on a ce genre de mesures-là appliquées? On est plus dans la grande liberté en Amérique du Nord. Là. Il n'y a pas vraiment de régulation qui se fait. Il y a des balbutiements, là, justement, après le scandale. On lui a tapé ses doigts et on lui a dit... exact, fais pas ça. Mais on voit encore une prépondérance de ces grandes firmes-là, puis il n'y a absolument aucune mesure qui sont mises de l'avant aussi radicale qu'en Europe. Mais il y a un cri qui subsiste, là, justement, suite aux campagnes populistes de Donald Trump et tout, quand on affirme que justement il y a de la désinformation, et même au Canada, là, on est quand même victime de ça aussi. Mais aux États-Unis, on a vu récemment un monopole des FAI, donc des fournisseurs d'accès Internet. Alors, je ne sais pas si ça a vraiment été voté, mais en fonction du fournisseur d'accès Internet qu'on a aux États-Unis, on va avoir un accès plus ou moins rapide à certains sites. Est-ce que ça, justement, ça remet en question cette liberté de s'informer? Parce que finalement, en fait, on va avoir plus... Par exemple, je ne sais pas si j'ai envie d'aller sur New York Times, par exemple, je vais avoir un débit moindre et une vitesse de connexion moindre que si j'allais, par exemple, sur Fox News ou Breitbart ou... là, tu fais référence au net neutrality qui a quand même fait un gros tollé aussi là, quand ça a sorti. Je vois pas ça comme de la régulation, mais plus comme... un fléchissement vers les intérêts corporatifs aux États-Unis, là, c'est-à-dire que justement les grosses compagnies comme AT&T pourraient, parce qu'on sait que ces compagnies-là possèdent beaucoup de plateformes de streaming, pourraient favoriser leur plateforme de streaming aux abonnés AT&T versus un autre compétiteur. Donc c'est pas tellement de la régulation, mais plus quelque chose qui vient renforcer la poigne des monopoles. Ceux qui ont les ressources peuvent mobiliser leurs ressources comme bon leur semble, sans limite de la part d'une autorité morale qui est notre État au final. Et donc, il n'y a plus aucune limite à ce que l'entreprise peut faire avec les ressources qu'elle a. À l'opposé, les données, ce n'est pas que mauvais. Là. Je te parlais de l'Inde tout à l'heure quand on discutait. L'Inde, en 2012, a instauré un système de données pour aider les gens à entrer dans le système financier. La manière dont ça fonctionne, ça s'appelle Stack India. Ça a été créé par l'initiative de Narendra Modi, le premier ministre indien, pour son programme Digital India. Lui, ce qu'il déplorait, c'est que les gens qui partaient des régions plus rurales de l'Inde, lorsqu'ils arrivaient, par exemple, à Bangalore pour essayer de trouver un emploi, ouvrir un compte en banque, se trouvaient souvent... ils se butaient à des portes closes quand ils allaient à la banque pour ouvrir un compte parce qu'il n'y avait pas de numéro d'assurance sociale. C'est des gens qui n'avaient pas d'adresse tant que ça. Donc, le programme va comme suit. Tu vas dans un bureau spécial, ils prennent une empreinte de ton iris puis ils te donnent un numéro d'utilisateur unique. À partir de ça, ça s'en va dans un cloud qui est régulé, qui est une infrastructure publique. Tu peux avoir accès à des documents qui sont stockés dans le cloud et les banques ont directement accès à ces banques de données-là qui sont publiques, je le rappelle. Et ça va même jusqu'à instaurer un modèle de paiement digital. Donc, chaque banque peut télécharger ou coder dans son application les données des gens et les gens peuvent s'échanger de l'argent avec les banques. C'est rendu extrêmement ça facilite les transactions. Exact. Mais là, évidemment,
On se pose la question, ce cloud-là, on espère qu'il est bien protégé quand même, parce que là, on a une concentration d'informations personnelles dans un seul endroit, virtuel évidemment. Ça pose quand même cette exact, mais tu sais, on peut transposer cette inquiétude-là dans n'importe quelle sphère de l'Internet, là. C'est-à-dire que tes informations chez Desjardins sont stockées dans une banque de données aussi, là. Il y a des hackers qui peuvent se rencontrer mutuellement et essayer de faire une attaque, là. Mais moi, je pense qu'en Inde, ils ont aussi une armée d'informaticiens qui sont prêts à contrer ces attaques-là. Donc, on ose espérer quand même. On ose espérer et toutes les données qui sont stockées par IDIAFA, qui finalement se communiquent entre elles, que ce soit Google, Facebook, toutes vos données de mail, de Facebook, de Twitter, d'autres choses, sont dans un endroit. Et on se dit finalement les services proposés par les GAFA sont gratuits, mais en fait rien n'est gratuit, on les paye. En fait, ce n'est pas parce que jamais rien n'est gratuit. En fait, quand quelque chose se pose gratuitement et se présente à nous gratuitement sur Internet, il faut toujours se dire qu'on les paye d'une autre manière qu'avec de l'argent et par des données. En fait, quand vous payez pas pour quelque chose, dites-vous que vous êtes le produit. Exact. C'est là la phrase c'est que ils ont inventé un nouveau produit qui pour nous n'est pas un sacrifice de quoi que ce soit, parce qu'on n'en reconnaît pas, on voit pas la valeur de ce produit-là. On a tout un réflexe de se dire j'ai rien à cacher, c'est pas grave si mes données sont en ligne disponibles pour les entreprises qui veulent me bombarder de publicité. Mais si on se transpose justement vers un monde dystopique là, où on a un gouvernement autoritaire qui a accès à n'importe quelle banque de données, qui peut savoir qu'est-ce que j'ai fait hier, où est-ce que j'étais, qu'est-ce que j'ai acheté, c'est quoi mes habitudes de vie, mais là, ça devient beaucoup plus épeurant. Là. Ça devient beaucoup plus... C'est ce qui se passe en Chine, d'ailleurs, le fait de noter les citoyens. Là, on a vu exact, mais je m'en allais justement vers ça. Les notes des citoyens, chaque citoyen a une note, et en fonction de la note, de sa manière de se comporter sur Internet ou dans la vie réelle, de ce qu'il achète, etc. Ça, c'est un programme qui commence à être instauré de plus en plus en Chine. Le gouvernement chinois prévoit le rendre obligatoire d'ici 2020 ou 2022. Et c'est un système de reconnaissance sociale, c'est-à-dire selon tes habitudes, selon tes commentaires sur Internet, tu as une note, on va appeler ça un social ranking, un rang social. Et ce rang social-là te permet d'avoir accès à des prêts de banque. Admettons, moi, j'ai un rang social de 960 sur 999. Ben, je vais avoir accès à des meilleurs prêts. Je vais avoir accès à... mes enfants vont peut-être avoir accès à des meilleures écoles et tout. Et on décourage la dissidence. C'est-à-dire, si on a vu sur Internet que j'ai critiqué le gouvernement, j'ai des amis qui critiquent le gouvernement, ben là, je perds des points sociaux. Et justement, juste le fait d'avoir quelqu'un dans son cercle d'amis qui a un mauvais rang social, ben ça fait en sorte que vous avez un mauvais rang social. Donc, on vient vraiment ostraciser les dissidents. Mais ça, c'est fascinant parce que on l'a vu avec Big Brother is Watching You dans les années 80, l'URSS, l'Allemagne de l'Est surtout, comment l'appareil étatique pouvait aller espionner, mais là, on parle même pas de l'appareil étatique qui espionne, on fait juste imposer une application aux personnes et on va laisser les personnes eux-mêmes comme un peu s'auto-espionner ou modifier leur comportement en faveur dans les années 30 sans dépenser aucune ressource là, c'est pas on va pas installer des micros ou des caméras dans les maisons de ceux qu'on suppose qui sont peut-être des dissidents. Là, on va laisser les gens nous les dénoncer eux-mêmes. C'est une tactique qui était utilisée, ça fait longtemps que c'est utilisé par les régimes communistes d'encourager la délation, c'est ça. Donc, c'est juste normal qu'on voit ça ressurgir de façon exponentielle avec toutes les technologies qui se développent en ce moment. Alors, c'est quoi c'est de plus en plus utilisé justement dans la région du Xinjiang, qui est une région à majorité d'une population musulmane, où la population est de plus en plus oppressée par le gouvernement chinois. Donc, on surveille grâce à un modèle sophistiqué de reconnaissance faciale et de données les va-et-vient des habitants. Et on peut leur imposer à partir de ça toutes sortes de lois ultra restrictives qui leur empêchent notamment de pratiquer leur langue, pratiquer leur religion. On essaie de faire un melting et de
les encourager à adopter le mode de vie chinois. Donc, oui, excuse-moi, vas-y, Benjamin. Dans ce monde orwellien, du coup, où on est en train de se dire que finalement, la chose précieuse qu'on a créée, Internet, tous les avantages on se disait que le monde allait être merveilleux avec la liberté d'information. On s'est rendu compte que cette liberté n'était pas vraiment une liberté, que c'était un produit comme un autre dans ce monde-là. C'est quoi la réponse? C'est quoi la solution? Est-ce que tu as une solution? Comment faire pour éviter d'être un produit dans les GAFA? Est-ce que déjà tu penses qu'il va y avoir une évolution de l'influence de ces gros acteurs? Est-ce que finalement, par exemple, Facebook va réinvestir dans autre chose que le réseau social, comme fait Google d'ailleurs? Google a réinvesti maintenant dans Android. On ne pensait pas qu'à la base un moteur de recherche allait devenir un distributeur, un fournisseur de téléphone. Comment est-ce qu'il va y avoir une fin de Facebook? Comment ça va se passer? Là, tu as posé plusieurs questions, mais je vais répondre à la première que tu m'as posée, c'est-à-dire comment tu vois ça? Est-ce qu'il y a une fin à ces genres de monopoles-là et tout? Moi, je pense que la technologie en ce moment est en train de nous dépasser. Je pense que tout va extrêmement vite, puis on est un petit peu dépassé par les événements. Je parlais justement avec Fred il y a 2-3 jours à quel point les idées se propagent plus rapidement aujourd'hui. Je crois que le bouddhisme, là, ça fait peut-être 2500 ans que ça existe. Ça a pris 1000 ans avant que ça se rende jusqu'en Chine et au Japon. Mais là, on est dans un monde extrêmement rapide où n'importe quel la technologie se décuple à tous les 2 ans, à tout la loi de Moore qui fait que tout est de plus en plus petit, tout est de plus en plus performant. Ça fait en sorte qu'on perd un petit peu le contrôle, puis je pense que l'explosion des technologies en ce moment, c'est ce qui en subsiste. Ça nous donne un bon exemple de ça. Je pense qu'il va falloir s'asseoir et discuter et prendre des mesures extrêmement rapidement avant qu'on perde le contrôle. Mais ça, c'est un point de vue occidental, finalement. Parce que, est-ce que, finalement, c'est pas uniquement un point de vue occidental, alors qu'on a des pays qui sont aujourd'hui en voie de développement, qui sont en train de rattraper les pays industrialisés occidentaux, comme l'Inde, comme certains de pays d'Afrique, par exemple le Nigeria qui est en plein boom, qui vont... Enfin, je comprendrais bien qu'eux disent, mais en fait, finalement, vous, c'est votre problème. Mais nous, grâce à ces outils-là, on a réussi à se développer. Exact. L'Inde, les pays d'Afrique, les pays arabes qui ont vécu ce qu'on a appelé le printemps arabe et un mouvement démocratique. Les mouvements démocratiques ont vécu grâce à tout ça, à cette liberté d'information, à ces flux constants d'information. Et nous, on se retrouve dans les pays occidentaux à se dire, finalement, c'était peut-être pas une bonne idée. Alors qu'en face, c'est comme finalement la question du réchauffement climatique, c'est de dire en face, finalement, peut-être vous, ça vous dessert aujourd'hui, mais nous, aujourd'hui, les pays en voie de développement, les nouveaux pays émergents qui sont en train de devenir extrêmement importants sur la scène internationale, finalement, on va les utiliser encore plus. Ils en profitent de plus en plus, notamment sur le marché du travail. Bien sûr. De plus en plus, il y a un phénomène qu'on appelle les télémigrants qui explose. C'est toute cette façon d'atomiser la production d'un service qui est souvent, depuis longtemps, qui est restreint à un endroit géographique, par exemple une ferme à Montréal. Donc, là, ce qui se passe, c'est que grâce aux communications, on peut fragmenter cette chaîne-là, dire, OK, tu vas, mettons, faire la traduction de ton bureau chez toi à Nairobi, tandis que l'autre partie du service va se faire en Inde parce que c'est moins cher là-bas et les travailleurs ont la capacité de le faire grâce aux technologies. Fait que c'est sûr que ça permet aux pays en développement de s'imposer de plus en plus sur l'économie. Mais en même temps, ça vient chambouler le marché du travail ici. Le marché du travail, oui, bien sûr. Parce que là, dans le fond, pour revenir aussi plus aux données, parce que là, oui, ça fait partie de la discussion plus large de la technologie en général. Est-ce que la technologie, au final... si je suis le débat, c'est un peu ça. Est-ce que c'est un vecteur de démocratie, de liberté, de développement économique, ou c'est un vecteur au contraire de raffermissement du pouvoir et d'autorité? C'est tout ça le débat. Puis là, si on revient vraiment vers les données en tant que telles, c'est-à-dire une nouvelle identité humaine virtuelle, là, de dire c'est quoi la façon de s'en échapper? Je pense que, comme tu disais, Félix, à un certain point, il faut
faut s'asseoir et la réguler, parce qu'on s'entend, ces données-là, même si c'est virtuel, c'est possédé par des compagnies qu'on a nommées, les BAD, là, Google, Facebook, Amazon et tout ça. À un certain point, on peut regagner un certain contrôle là-dessus, autant que la Chine se garde une poigne de fer pour servir ses intérêts en tant qu'État unitaire centralisé, autant qu'un autre pays comme l'Inde, plus démocratique, pourrait s'en servir à très bon escient pour faciliter l'accès au travail. Donc, est-ce que là, on n'a pas une nouvelle réalité qui est neutre et, tout est relatif, tout dépend de l'utilisateur, à quelle fin il va prendre cette technologie-là. Je pense qu'à un certain point, tout dépend de la personne qui va utiliser. C'est vraiment... Exact, mais justement, chaque société, à chaque moment, doit se poser cette question-là. Puis je pense qu'au Québec, il est plus que temps qu'on s'assoie et qu'on ait une discussion assez sérieuse sur nos données et les utilisations qui en sont faites par les grandes entreprises. C'est vrai que c'est relativement absent du discours politique en ce moment. Oui, on n'en a pas parlé, puis c'est quelque chose qui va nous frapper beaucoup plus vite qu'on pense. N'empêche qu'il y a eu, juste très rapidement, concernant la question du troisième lien, il y a eu une enquête qui a été menée par, je crois, des journalistes du Devoir, je crois, concernant en fait l'utilisation des données des différentes recherches faites par certains citoyens d'un certain quartier de Québec, concernant justement pour savoir ce que eux pensaient, leur avis sur le troisième lien et qu'est-ce qu'ils se disaient, et à partir de là orienter le discours politique par rapport à ce troisième lien. Et ce qui avait été démontré, c'est que en utilisant ces données-là légalement, finalement, ça expliquerait le démarrage en trombe de la question du troisième lien. Là, on parle en politique très rapidement, mais démarrage en trombe du débat du troisième lien par la CAQ sur ce sujet-là, par l'utilisation de ces données. Donc même dans une petite échelle qu'est le Québec, ça montre que toute